il y a quelques semaines ou quelques mois, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo, Cash Investigation et Élise Lucet ont fait une émission sur l'influence dans le thème de l'argent, du trading, etc. Et les influenceurs dans ce milieu-là. C'est une émission qui a fait couler pas mal d'encre, sur lequel je pense que ça vaut le coup de revenir pour démystifier un petit peu tout ça, parce que Élise Lucet et son équipe ont eu un regard extrêmement journalistique, et c'est ok. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'émission, on vous met le lien en commentaire, parce que honnêtement, elle vaut le coup. Et donc, vu que c'est un milieu qu'on connaît quand même un petit peu, que ce soit en France ou à Dubaï ou dans d'autres pays, on voulait vous faire un petit retour sur ça, histoire de savoir un petit peu sur quel pied danser, et tout simplement prendre, je vais pas dire un contre-pied journalistique, mais parfois un autre éclairage, pour que vous puissiez avoir un avis, on va dire, un peu plus éclairé sur ce sujet-là. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est une émission que j'aime bien, que j'aime bien regarder parce que globalement, on découvre souvent le fonctionnement de certains systèmes. Et c'est vrai que cette vidéo était assez intéressante et aussi interpellante sur différents points, notamment par rapport à ce qui est mis en avant en termes de scam, arnaque. Mais aussi, il y a aussi un aspect, je dirais, on va sans doute y aborder un peu plus en détail, un aspect négatif, c'est que on a l'impression que tout est mauvais dans l'investissement. Ouais. Alors que c'est pas le cas, c'est qu'effectivement, on a vu dans cette émission que les arnaques avec le copy trading, certains courtiers, je pense aussi, c'était sur les paris sportifs, mais derrière ça, il y a plein d'acteurs qui font si bien leur travail. En fait, ce qu'il faut comprendre, de manière générale, c'est que dans le milieu de l'investissement, c'est un milieu où il y a énormément d'intermédiation. On va avoir beaucoup d'intermédiaires qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Par exemple, dans cette émission, on a pu parler des courtiers qui sont ce qu'on appelle des courtiers market makers, que moi personnellement je connaissais pas bien. J'ai aussi appris des choses dans cette émission, mais finalement, même si je les connaissais pas plus que ça, c'est pas grave. C'est juste un intermédiaire parmi plein, et donc ces intermédiaires, il faut savoir qu'ils existent, et que donc choisir le bon intermédiaire, ça compte. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, vous pouvez la regarder, encore une fois le lien est en commentaire, mais pour vous résumer un petit peu le contexte, c'est beaucoup de gens français en l'occurrence ont perdu de l'argent avec ce qu'on appelle du copy trading, c'est-à-dire qu'un influenceur leur disait bah tiens, tu veux gagner de l'argent, moi je l'ai fait, suis tel et tel trader, copie ces trades, et donc ça va marcher pour toi. Et donc, forcément, l'émission tire à boulet rouge, et quand même, on parle d'arnaque, là, il y a clairement des arnaques, donc l'émission a raison de tirer à boulet rouge, je pense, c'est un avis. Peut-être aussi ajouter qu'en fait, le problème, c'est que c'est mis en avant par des influenceurs qui ont quand même un certain nombre d'abonnés sur les réseaux, qui, en fait, vendent ça comme la solution magique pour devenir riche, pour se créer un complément de revenu derrière. Donc, effectivement, enfin, moi, c'est un milieu, j'avais déjà connaissance avant l'émission, pour avoir parlé avec certaines personnes, certains acteurs, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièges à éviter, sous le fonctionnement de ce genre de système. Ouais. Pour moi, le copy trading en soi n'est pas une arnaque. C'est-à-dire qu'on peut très bien copier un bon trader, comme on peut copier un mauvais trader. C'est pas que le copy trading est une arnaque. Pour moi, c'est plus une arnaque en termes de marketing et de promesses. Promettre à quelqu'un, tu vas devenir riche en 6 mois grâce au copy trading, là, on est dans l'arnaque. En soi, parce que c'est pas vrai en fait. À moins de mettre un budget colossal, et c'est clairement pas le cas des gens qui sont ciblés, c'est pas vrai. Par contre, le copy trading, en soi, le trading fonctionne. Alors, on dit pas que tous les traders gagnent de l'argent. Ça, on va en revenir. Mais on va en revenir. Parce que, tiens, allons-y. Parce que Élise Lucet interview, je sais plus si c'est l'AMF ou la CPR, enfin, peu importe. Bref, une autorité étatique qui nous dit, en gros, 8 ou 9 traders sur 10 perdent de l'argent. C'est une statistique qui est réelle. On la met pas en cause. Par contre, il y a quand même énormément de profils différents auprès de ces particuliers, j'écarte les professionnels, auprès de ces particuliers qui se mettent au trading. Je caricature un peu Madame Michu qui se dit « Oh, trop bien, je crois à ceci, je vais mettre de l'argent dans l'espoir de devenir riche ». Il y a des gens qui essaient de faire ça avec une stratégie qui est carrée, structurée, certains vont réussir, d'autres non. Enfin, il y a énormément de profils différents autour de tout ça. Oui, et puis aussi, une des raisons aussi pourquoi beaucoup de personnes perdent de l'argent, c'est aussi le niveau de risque dans quoi on s'implique. C'est qu'on n'a pas conscience du vrai risque qu'il y a derrière, notamment ce qui est mis en avant dans l'émission au niveau du copy trading. On parle du forex, donc du marché des devises. C'est un marché qui est très très risqué. Même moi aujourd'hui, je ne le fais pas parce que je sais ce que ça implique derrière. Mais effectivement, et donc le problème c'est que
Aujourd'hui, bon, c'est mis en avant par des influenceurs qui ont un certain, enfin, des milliers ou voire, dans certains Des... cas des millions d'abonnés Ouais, dans le monde, mais ce sont des personnes qui sont dans une situation professionnelle instable. Ce sont des personnes qui sont aussi désespérées. Elles gagnent pas assez bien leur vie, elles n'ont pas un contrat stable, elles sont pas heureuses au travail, c'est une perte de sens. Et donc, en fait, elles sont en recherche de solutions. Et c'est vrai que ça vient, tiens, waouh, je peux faire ça. Mais je vais encaisser pas mal d'argent, mais sauf que c'est pas du tout. Et en fait, on se rend compte que c'est vous le produit, parce que derrière ça, l'influenceur est payé, à chaque fois qu'il amène un nouveau client, il reçoit des commissions parce que vous avez ouvert un compte chez ce courtier-là. clairement, quand vous commencez à faire confiance à un partenaire potentiel, à un influenceur, bref, à un tierce, pour investir votre argent, et pourquoi pas, posez-vous toujours la question qui est comment cette personne gagne son pognon. C'est très important. Aujourd'hui, personne, que ce soit les influenceurs, que ce soit nous, et on assume complètement, personne ici n'est l'abbé Pierre. Ok, c'est-à-dire que on a tous des intérêts financiers qu'on peut chercher à atteindre avec plus ou moins d'éthique, ça regarde chacun, et dans tous les cas, il y a un intérêt financier. Donc aujourd'hui, un influenceur qui te dit vas-y, je te partage le meilleur plan de la Terre, etc., c'est quoi son intérêt au gars? Et si vous le payez pas, d'une façon ou d'une autre, ça veut dire qu'il va gagner de l'argent autrement. Et que donc, la question est légitime, cette personne qui vous recommande un produit d'investissement, qui la paye? Et donc, qui est laissé de satisfaire? Là, en l'occurrence, il y a un vrai sujet auprès des courtiers, où les courtiers payent l'influenceur, comme tu dis, au nouveau client ramené. Donc ça veut dire que le vrai client de l'influenceur, c'est pas vous, c'est le courtier. Et ça, de manière générale, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est quel est le flux du pognon, de façon à ce qu'on soit capable de se dire, bah finalement, cette personne, elle roule avec moi, ou en fait, bah, je suis pas son sujet en vrai. Je suis juste une source de revenus pour quelqu'un d'autre. Et, oui, en complément, c'est aussi de comprendre dans quoi on se lance l'investissement. Qu'est-ce que ça implique en termes de est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'ai les capacités financières, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai les compétences. Et donc, effectivement, investir, il y a des milliers de façons d'investir, passivement, activement, mais ça se rend compte, ah, tiens, en fait, d'avoir cette clé de lecture pour dire, ok, mais là, non, j'y vais pas parce que c'est trop risqué, c'est pas pour moi. Ah, tiens, là, c'est intéressant parce que c'est accessible, c'est pas risqué, ça me convient et je me sens à l'aise pour aller avec certaines personnes qui vont me former. Parce qu'on pourrait aussi parler de la responsabilité. Qui a la responsabilité derrière ça? Est-ce que c'est le formateur, l'influenceur? Est-ce que c'est aussi les personnes qui achètent les services? Qu'est-ce que tu en penses? Mmh. C'est délicat hein, comme question. C'est une question qui est délicate. J'insiste, on ne rentre pas dans les questions de droit. On est plutôt en train de se poser des questions d'ordre éthique, finalement. Pour moi, d'un point de vue éthique, l'influenceur ou le formateur, parce qu'il y a aussi des cas complètement hors limite, hein, même plus borderline, c'est hors limite sur les formations. Pour moi, c'est un sujet de transparence. C'est-à-dire que effectivement, brandir des baguettes magiques, la recette de A à Z du rentier immobilier, de l'investisseur à succès, du machin, sans montrer le risque pris, finalement le revers de la médaille, là clairement il y a une faute, de façon assumée ou non, de façon naïve ou non, c'est un autre débat, de la part de la personne qui fait le marketing, donc c'est-à-dire le formateur et l'influenceur. Je pense aussi que le formateur a un vrai rôle, ou l'influenceur, hein, j'entends, a un vrai rôle pour aider l'investisseur non professionnel et l'orienter sur la gestion de l'argent. Parce qu'avoir une méthode de placement, c'est bien, mais ça doit s'accompagner d'une gestion de l'argent. Je pense qu'on va revenir un petit peu après, puisque c'est une de tes forces. Par contre, de là à dédouaner l'investisseur non professionnel ou celui qui veut investir et qui n'est pas professionnel, de là de le dédouaner à 100%, moi je ne m'engage pas là-dedans. Pour moi, clairement, cette personne a cette responsabilité de se dire, bah voilà, j'ai décidé de gagner beaucoup d'argent, très bien, c'est un choix, ça se respecte. On se doute bien qu'aujourd'hui, si je m'abaisse par terre, je vais difficilement trouver une liasse de billets de 500. Donc, il y a des risques. Oui, et en fait, je dirais que les personnes n'ont pas mis en place, moi, ce que j'appelle personnellement les clés de sécurité. Je pense, dans le reportage, on voit une personne qui a mis plus de 10 000 euros assez rapidement. Elle s'est représentée quasiment toute son épargne. Pour moi, ça, c'est déjà, on parlait de money management. Le money management, c'est la façon de gérer son argent. Et déjà, clairement, y aller en faisant ce qu'on appelle un all-in sur son argent, c'est un risque. Là, effectivement, c'est déjà une erreur pour moi de la base de la personne. Personnellement, quand je me lance dans un investissement, je dis voilà, je peux mettre autant d'argent, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre, et c'est ok si je le perds, parce que je sais que ça va pas me mettre en danger financièrement. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est ok, waouh, je peux devenir très riche, je vais tout mettre en espérant de devenir riche en 3 mois, alors que ça fonctionne pas du tout comme ça. Les solutions pour devenir riche très vite, ça n'existe pas. Dans le reportage, Élise Lucet a fait une interview à Dubaï avec
Marc Blatta. Marc Blatta, et effectivement, bon, le mec s'est fait littéralement massacrer pendant l'interview. On va mettre vraiment la forme de cette interview de côté pour s'attarder un petit peu sur le fond. Et Marc Blatta, à un moment, il dit quelque chose. Il dit, aujourd'hui, les gens, ils commencent à faire du copy trading, ils vont gagner 1 euro, 5 euros, 10 euros. Très bien. Et puis après, par appât du gain, prise de confiance, envie de grandeur, peu importe, d'un seul coup, au lieu de se contenter de petits gains avec un petit capital, ils vont commencer à renforcer drastiquement. Et au lieu de parier, ou en tout cas de suivre un copy trading à 100 balles, ils vont commencer à mettre 1000, 5000, 10 000, parce qu'ils se disent « Ah, ça y est, ça marche, j'accélère. » Et en fait, Marc Blatta, il dit « Ces gens-là sont des idiots. » Ou des crétins, enfin, je sais plus. Et ben en fait, je pense qu'il a raison. Peu importe la forme que ça a pris, parce que le mec, il parle comme un cassos, hein, je suis désolé, faut le dire. Son arrogance aussi. Ouais, voilà, ok, très bien. Mais en termes de fond, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que tu as une logique qui marche, tu veux accélérer, j'entends. Par contre, si tu as une logique qui marche, ça veut dire aussi que tu as eu des gains et tu as eu des pertes, parce que c'est les marchés financiers, le copy trading, ça reste du marché financier. Tu as eu des pertes aussi. Donc pourquoi est-ce que d'un seul coup, tu pars en vrille et tu te dis, bah, au lieu de mettre 100 euros à risque sur un trade, je vais faire 500, 1000, 2000, 4000, 5000, plus en fait. Et ça, c'est un sujet d'émotion, c'est très difficile, hein. C'est humain d'être soumis à ces émotions, et c'est un sujet de money management. C'est un sujet de money management, mais aussi de ce qu'on appelle les biais psychologiques dans l'investissement. Et c'est qu'en fait, il y a vos comportements, vos émotions vont vous influencer dans votre prise de décision. Et effectivement, on a vu, il me semblait dans le reportage, mais c'est même très fréquent en fait dans l'investissement. C'est même si une personne a déjà perdu par exemple 5 000 ou 10 000 euros, elle va dire tiens, mais ça a déjà fonctionné dans le passé, donc je vais quand même remettre de l'argent. Et c'est aussi ce que font les gens au casino en fait. C'est plus sur du casino que de l'investissement. Ils vont remettre de l'argent, ils vont encore perdre parce qu'en face d'eux, en fait, le système, dans ce cas-là, est fait pour les faire perdre. Et c'est là aussi un autre point qui est important, c'est le choix des prestataires, notamment dans ce cas-ci, les courtiers. Clairement, les courtiers market makers, moi, je les évite à tout prix. En fait, tout est fait pour vous faire perdre de l'argent. C'est pire qu'un casino. Est-ce que tu peux bien expliquer peut-être ce qu'est un courtier market maker et par rapport à un courtier, on va dire, plus traditionnel? Si on va prendre des courtiers plus traditionnels, c'est typiquement un courtier d'une banque. Par exemple, votre banque, BNP, va proposer aussi des courtiers pour investir sur les marchés financiers. On a des courtiers étrangers, typiquement un courtier à la mode, c'est Trade Republic. Il y a DEGIRO, il y a Interactive Brokers, donc ce sont des courtiers réglementés par différentes autorités. Trade Republic, c'est par exemple en Allemagne, DEGIRO, il me semble, c'est aux Pays-Bas, Interactive Brokers, c'est aux États-Unis. Il y a une réglementation pour vraiment donner un cadre aux investisseurs. Puis on a les courtiers market makers qui sont souvent basés dans des pays Chypre, paradis fiscaux ou avec des réglementations beaucoup Ouais, il y a plus, Chypre, il y a Caïman, pas mal. Je crois qu'il y a Estonie, quelque chose comme ça. Ouais, Estonie, ça je sais pas, mais c'est souvent en dehors de l'Europe ou dans certains pays. Donc voilà, déjà pour moi ça c'est un red flag. C'est courtier non réglementé. Non réglementé. Et en fait, quand on investit par exemple via un DEGIRO, c'est de l'argent, ils vont réellement acheter l'action par exemple d'Apple ou de Total. Ici, dans ce cas-ci, en fait, tout le système, c'est qu'ils vont utiliser votre argent, mais ils vont pas l'investir réellement sur le marché financier. Et donc, c'est eux qui vont un peu manipuler le cours. Et donc, en fait, vous avez pensé gagner, mais non, en fait, comme ils savent que vous avez placé de l'argent, eux, en fait, ils vont faire mécaniquement parier contre vous pour récupérer votre argent. Ouais. Donc, c'est là où il faut comprendre que même si ces courtiers, parfois market makers, peuvent afficher des frais extrêmement bas, des conditions tarifaires attractives, malgré tout, comme on dit aussi en crypto, hein, do your own research, hein, c'est votre rôle d'investisseur de faire un travail d'investigation. Je pense que c'est le bon terme, un travail de recherche et d'investigation pour dire, est-ce que ce partenaire à qui finalement je vais confier mon argent est un partenaire qui est OK d'un point de vue légal? Quels sont les avis sur ces gars-là? Et quand on n'est pas très mature, pas très alerte sur ce sujet, parce qu'en fait il faut bien commencer quelque part, eh bien ça sert à rien d'aller chez le partenaire qui est 0,1% moins cher à l'année. Ok, c'est moins cher, mais on s'en fout quoi. Prenez les gens qui ont pignon sur rue. Ouais. Il faut toujours se poser la question, si en fait les frais sont pas chers, pourquoi est-ce que les frais sont pas chers? C'est vrai que dans ce monde des courtiers, il y a de tout en fait. Et donc c'est là vraiment, est-ce que, de vraiment vérifier tous les critères, est-ce que c'est un courtier réglementé, correct, auquel je peux faire confiance quand je vais mettre mon argent chez eux. Voilà. Donc, clairement, moi, le reportage d'Élise Lucet, là, qui s'appelait « Argent facile, les fausses promesses des influenceurs », clairement, moi, c'est un reportage que j'ai bien aimé, parce qu'il met aussi en avant de vrais travers dans le métier de l'investissement, et je pense que les gens doivent être alertes par rapport à ça.
Par contre, pour moi, ce reportage, il a un vrai travers, c'est qu'en fait, c'est un reportage qui fait uniquement peur, alors qu'aujourd'hui, bah, on est en France, enfin, tout en Belgique, et qu'en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, investir, alors pas sur le forex, tout ça, mais l'investissement au sens large, moi je pense que c'est un besoin vital pour sécuriser notre avenir, en fait. Et là, clairement, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu, entre guillemets, le contre-pied. En fait, on a l'impression que tout le système est pourri, alors que c'est pas du tout le cas. C'est qu'il est vraiment possible d'investir d'une façon passive, sereine, d'aller vers des stratégies plus actives qui sont aussi adaptées à votre profil. Et donc c'est là où effectivement c'est un peu le point faible, mais c'est aussi un peu la marque de fabrique, c'est on montre vraiment le côté négatif et rarement s'il fonctionne bien ou les bonnes pratiques ou donner un peu ces clés de lecture. Ok, voici ce qui se passe, voici les pièges, voici les erreurs que vous pouvez faire, mais par contre voici un peu les bonnes pratiques pour rassurer qu'en fait il y a des solutions intéressantes. Clairement. Et je pense que des journalistes, en tout cas comme Élise Lucet et son équipe, qui font franchement bien leur taf. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est creusé. Enfin, on sent que c'est pas un sujet qui a été gratté à peine en surface. Même dans la forme, c'est intéressant, dans la façon dont c'est amené, c'est dynamique, donc c'est vrai que voilà, c'est un plaisir à regarder en soir. Ce que je trouve dommage, c'est que, après, ce sont des journalistes. Donc, ils vont creuser des sujets, ils vont faire de l'investigation. Ils n'ont pas pour vocation à conseiller, parce que c'est pas quand même leur métier. Ce que je trouve dommage, c'est que les équipes d'Élise Lucet n'ont pas fait venir un professionnel du secteur, alors peu importe qui explique qu'en fait, attention, là, on a une dérive sur les influenceurs à Dubaï. Alors d'ailleurs, tous ne sont pas achetés, hein, pour moi c'est pas vrai, mais en tout cas sur certains influenceurs à Dubaï ou sur les réseaux sociaux ou peu importe, il y a des dérives. Comment s'assurer aujourd'hui de ne pas tomber dans ces dérives-là, mais sans pour autant se priver de vecteurs, de moyens d'axe pour avoir plus d'argent, investir, avoir son patrimoine pour soi, pour sa retraite, pour léguer à ses enfants. Parce que, tu vois, j'ai pas mal échangé autour de moi sur ce reportage, et il y a des gens qui se posaient la question d'investir, ça leur a mis un véritable coup d'arrêt par peur, en fait, et ça s'entend. Franchement, le reportage, il est quand même pas neutre. Et c'est ok. C'est ok qu'il soit pas neutre. C'est dommage que ça les ait arrêtés, parce qu'en réalité, ils en ont besoin d'investir, ces gens-là, c'est un besoin vital. Enfin, aujourd'hui, ils ont 30-35 ans, la retraite, on va voir ce qu'on aura, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu aussi le rôle de nos vidéos, de justement un peu vous éduquer, vous donner cette lecture pour savoir, tiens, ben voilà, vers quoi je peux aller pour aller progressivement. Et ça, c'est vrai, pour moi, c'est un bon conseil. C'est quand vous vous lancez dans quelque chose, c'est typiquement aussi, on peut faire le parallèle de l'investissement immobilier. Parfois, je vois des personnes, directement, ils démarrent de zéro, je vais acheter un immeuble de rapport. Non, un immeuble de rapport, c'est quand même parmi le plus dur parce que c'est là, c'est déjà plus cher, plus de frais, etc. Plus de risques. Tu veux commencer avec un premier investissement, fais un petit appartement, un petit studio, fais tes marques et puis ça a été, bah, tu passes au niveau suivant. Et c'est un peu la même chose. Et donc voilà, c'est un peu notre objectif, notre but, c'est de vraiment vous guider là-dessus avec qu'est-ce que vous pouvez faire et comment. Voilà. Je pense qu'on a pas mal fait le tour quand même sur cette vidéo qui est un petit peu particulière. Si à l'occasion, Élise Lucet a des questions sur le secteur, d'ailleurs, on sera ravis de lui répondre. C'est pas une blague. Si jamais quelqu'un l'attaque sur cette vidéo pour une raison ou pour une autre, parce que c'est quand même un secteur qu'on connaît un petit peu. Nous, des influenceurs à Dubaï, on n'a pas prévu d'aller à Dubaï. Enfin, c'est pas vraiment notre monde, on voit comment ça se passe. Je déteste cette ville. Je ne verrai pas y habiter. Par contre, on y est déjà allé pour plein de raisons. Et c'est un milieu qu'on connaît un petit peu. Donc on est ravis de répondre à d'éventuelles questions sur le sujet. Il n'y a pas tout acheté, il y a des abus, mais il n'y a pas tout acheté, parce qu'en fait à Dubaï, il y a aussi des vrais entrepreneurs qui ont des boîtes à faire tourner, et c'est ok en fait. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et bah écoutez, on vous dit à bientôt pour une autre vidéo qui sera, on va dire, sur un format un peu plus conventionnel. À bientôt. Allez, ciao.